Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Olivier Lepic est avec nous, chercheur associé à la Fondation de la Recherche Stratégique. Olivier Lepic, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas eu. Nous avions réalisé ensemble de nombreuses interviews sur RMC. Je suis content de vous accueillir sur Sud Radio. Le prix Nobel de la paix a été décerné hier au Nihon Hidankyo. Est-ce que je prononce bien? Non. Non, pas tellement, mais c'est pas grave. Groupe japonais de survivants. Je ferai pas mieux. De survivants de la bombe atomique d'Hiroshima et Nagasaki. Je rappelle les bombardements américains sur ces deux villes japonaises les 6 et 9 août 1945 qui ont fait 214 000 morts et précipitèrent. Et je ne parle pas des survivants estropiés ou des survivants qui ont mal vécu, très mal vécu la suite. Ça a précipité la capitulation du Japon ainsi que la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bien, le prix Nobel de la paix décerné donc à ce groupe japonais de survivants. Ce groupe qui exige de la part des gouvernements l'objectif d'une planète débarrassée de ses armes de destruction massive. Mais je vous pose la question, est-ce que la bombe nucléaire n'est pas justement le meilleur moyen de se défendre ? Alors oui, dans une certaine mesure, on peut affirmer que l'apparition de l'arme nucléaire après la Seconde Guerre mondiale a permis une certaine stabilisation et une période relativement, parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de conflits, mais pas de conflits entre les grandes puissances nucléaires, puisque effectivement la notion de dissuasion nucléaire et la capacité, je dirais, d'autodestruction réciproque des belligérants a fait que, eh bien, pendant une certaine période, qui peut être d'ailleurs en train de toucher à sa fin, eh bien l'arme nucléaire a été un facteur de stabilité plus qu'un facteur de guerre. Vous venez de dire, pendant une certaine période qui est peut-être en train de toucher à sa fin, c'était une arme de dissuasion et non pas une arme de guerre. Vous pensez qu'aujourd'hui, le monde est en équilibre, instable, avec la possibilité qu'un pays ou qu'un dirigeant, tout à coup, utilise l'arme nucléaire ? Alors, je pense que ce prix n'arrive pas à un moment par hasard. Hein. L'Académie Nobel est dans son rôle. Elle a déjà décerné en 2017 à un collectif d'ONG qui milite contre la disparition des armes nucléaires ce prix. Mais effectivement, il arrive, et d'ailleurs on l'a vu dans les discours hier, que les récipiendaires ont stigmatisé notamment l'attitude de la Russie et de M. Vladimir Poutine, qui depuis le début du conflit en Ukraine, agite de manière assez régulière le spectre d'utilisation de l'arme nucléaire, cette fois-ci pas dans un cadre de dissuasion, mais dans un cadre tactique de théâtre. Et effectivement, on constate, de par ces gesticulations, je pense que M. Poutine n'utilisera pas l'arme nucléaire, mais un certain nombre de facteurs qui pourraient contribuer non seulement à une prolifération supplémentaire. Aujourd'hui, il y a 9 puissances nucléaires, 8 officielles et une non officielle, qui est Israël, mais on constate au fil de ces gesticulations qu'il y a un certain nombre de pays pourraient, on pense à l'Iran, on pense même à l'Ukraine, qui s'est débarrassé de son arsenal nucléaire en 1994 au terme d'un traité signé avec la Russie, contre des engagements de protection de son intégrité territoriale. Eh bien, un certain nombre de pays pourraient se dire, eh bien, la seule façon de me protéger et de garder ma souveraineté territoriale, c'est de me doter de l'arme nucléaire. C'est exactement la logique dans laquelle est l'Iran aujourd'hui, dans laquelle d'ailleurs l'Ukraine réfléchit, même si ce serait très compliqué pour l'Ukraine de se doter de l'arme nucléaire. Et donc on a une modification de la doctrine nucléaire russe qui a été annoncée il y a quelques jours par Vladimir Poutine, qui pourrait effectivement modifier cet équilibre qui a été celui de la guerre froide et de la dissuasion et du non-emploi de l'arme nucléaire. Olivier Lepic, et puis il y a un pays menaçant, un pays qui inquiète beaucoup de monde, c'est la Corée du Nord. La Corée du Nord qui multiplie les tirs de missiles balistiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par un hasard effroyable, la Corée du Nord tirait un missile balistique en direction des États-Unis pour viser par exemple Washington, la Maison-Blanche ou le Pentagone, ce serait le déclenchement d'une guerre nucléaire mondiale et donc la fin de l'humanité. Alors écoutez, je n'irai pas jusque-là. Je pense que, aussi fou que puisse paraître le régime nord-coréen, il entend se doter de l'arme nucléaire pour protéger son régime d'une éventuelle... voilà. Donc, encore une fois, il faut compter, même si l'apparence est parfois trompeuse et les actes du régime sont parfois irrationnels,
on est dans une logique très rationnelle, au contraire, de protection du régime. Donc, malgré les tirs, malgré les essais, je ne pense pas que la Corée du Nord, qui signerait immédiatement, je dirais, la fin de son existence si elle menait une initiative nucléaire contre un pays de la région ou même les États-Unis, n'ira vers ce genre de folie. Ceci dit, effectivement, de voir des régimes comme assez instables, comme le Pakistan, comme la Corée du Nord, comme l'Iran, comme d'autres qui entendraient se doter de l'arme nucléaire, eh bien, c'est particulièrement inquiétant. Et c'est pour ça que, encore une fois, un certain nombre d'associations, d'ONG militent contre la disparition de ces armes. Oui, de ces armes. Le président du comité Nobel est inquiet quand même. Hein. Une nouvelle ère nucléaire plus instable. Il parle d'une nouvelle ère nucléaire plus instable. Il rappelle qu'une guerre nucléaire pourrait détruire notre civilisation. Ça, c'est évident, Olivier Levic. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Même si du temps de la guerre froide, on était monté jusqu'à 70 000 ogives nucléaires. Aujourd'hui, il y en a à peu près 14 000 sur la planète. 92% sont dans les mains des forces nucléaires russes et américaines. Mais effectivement, on a largement de quoi détruire totalement la planète avec cet armement d'une puissance absolument phénoménale. Et effectivement, un certain nombre de commentateurs et d'experts pensent que nous sommes à un moment charnière où on pourrait basculer dans une autre ère qui ne serait plus seulement l'ère de la dissuasion nucléaire, mais l'ère d'une doctrine d'emploi, c'est-à-dire d'utilisation, qu'elle soit tactique, sur le champ de bataille, qui modifierait complètement la donne et qui instillerait une instabilité effectivement particulièrement dangereuse dans les relations internationales, instabilité qu'on constate, je dirais, en dehors de toute considération nucléaire. On voit bien que le monde est en train de s'agiter et que les conflits se multiplient ici et là. Olivier Lepic, parlons de la Syrie. Vous avez beaucoup travaillé sur les armes chimiques, vous êtes un spécialiste. Après le renversement de Bachar al-Assad, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques est inquiète et a demandé aux autorités syriennes de s'assurer que les stocks d'armes chimiques employés, on s'en souvient, par Assad, étaient en sécurité. Oui, c'est évidemment la perspective. On sait que la Syrie n'a pas déclaré la totalité de son arsenal, qui a été très largement démantelé, mais il y avait des trous dans la raquette dans les déclarations syriennes. L'OAIC a enquêté et n'a pas obtenu les réponses satisfaisantes, donc il est très probable qu'il y ait aujourd'hui encore des stocks résiduels d'armes chimiques en Syrie. La perspective de voir tomber ces armes dans des mains d'une coalition islamique qui, certes, essaye de se donner une bonne figure, mais je dirais à l'image des talibans, il est urgent d'attendre pour voir quelle nature va prendre ce régime, et donc la communauté internationale est évidemment très inquiète de voir ce type d'armes évidemment particulièrement puissantes tomber dans les mains de ce mouvement. Israël a affirmé avoir frappé un certain nombre de sites chimiques hier, bien que je pense que les armes chimiques sont sont un paravent très habile pour justifier les 300 frappes effectuées au cours des derniers jours, parce qu'on voit bien que Israël entend surtout détruire le reste de ce qui reste de l'armée syrienne, puisqu'elle a frappé essentiellement des cibles conventionnelles. Mais encore une fois, ces armes font très peur, à juste titre dans cette affaire, bien que je ne pense pas que les Syriens aient conservé des stocks très importants. Néanmoins, ce serait une catastrophe si effectivement des entités islamiques mettaient la main sur des substances toxiques ou des armes chimiques militarisées. Merci Olivier Lepic, chercheur associé à la Fondation de la Recherche Stratégique. Merci beaucoup d'être venu sur l'antenne de Sud Radio ce matin. Il est 7h49.